Bonsoir à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour la tranche info en direct sur votre antenne Canal 10 Télévision avec au programme de cette soirée Info 10, le journal local et régional qui sera suivi de Sport 10, l'actualité sportive du département avec Séverine Méridan, ce sera après la coupure pub de 19h, mais pour l'instant, place au JT. Nous sommes le vendredi 11 février 2022 et dans 17 jours, le port du masque ne sera plus obligatoire dans les cours de récréation et dans les lieux clos soumis à passe sanitaire. Et en attendant, le convoi de la liberté est aux portes de Paris. Des dizaines de milliers de véhicules, motos, camions, tracteurs sont en route pour exiger la fin de l'obligation vaccinale. Une mobilisation dénoncée par les autorités. Jean Castex a d'ailleurs déclaré qu'il ne pouvait en aucun cas laisser associer les attaques virulentes contre la vaccination et le mot liberté, et que la liberté n'est pas celle de contaminer les autres. Les autorités ont donc décidé de barricader la ville de Paris pour empêcher les convois de la liberté de bloquer la capitale, se bloquer pour ne pas être bloqué. Des blindés et escadrons de gendarmerie sont d'ailleurs positionnés à chaque porte du périphérique où des contrôles sont opérés. Il y a en ce moment des embouteillages monstres. Et sans grande surprise, la situation sanitaire s'améliore en Guadeloupe et les parades et déboulés carnavalesques se tiendront. Des présidents de fédération étaient en réunion avec le sous-préfet pour convenir des règles de sécurité pour les festivités réussies. Bon, il n'y en a pas beaucoup, ça s'appelle le port du masque. Et pour Joël Jacota, président du GCCRP, il est tout à fait normal que tout le monde soit masqué. Le reportage. Responsabilité de chacun. Nous prenons nos responsabilités au regard de la situation sanitaire pour avancer ensemble avec les organisations et les collectivités sur l'organisation de ces manifestations. Responsabilité du public en venant masquer. On porte un masque quand on va au supermarché, on porte un masque quand on va assister à un déboulé. On savait qu'à un moment donné qu'il allait avoir un problème d'organisation sur le carnaval de Pointe-à-Pitre, une fois que le préfet avait autorisé qu'au cas si les choses s'amélioraient, qu'on pourrait organiser quelque chose. Donc j'étais appelé par Cap Excellence pour me demander de prendre l'organisation du carnaval, du périmètre de sécurité, en partenariat avec eux. Et maintenant, on l'a réussi hier et aujourd'hui, et maintenant, c'est chose faite, en espérant que le public, surtout le public, va jouer le jeu en se mettant leur masque. Et à partir de cela, je pense qu'on pourrait avoir d'autres organisations mieux élaborées à partir du dimanche 20 février. Nous avons déjà réfléchi à ce que nous allons mettre en place pour assurer la sécurité de ceux qui organisent des carnavaliers et des spectateurs. Donc il faut absolument que tout le monde soit en sécurité et nous allons, Cap Excellence va mettre les moyens qu'il faut pour que tout le monde soit assuré d'être en sécurité. Je pense qu'il y a un échange avec tous les groupes, on a convié tous les groupes, même ceux qui sont dans une démarche un peu plus autonome, et il y a une confiance, une écoute qui s'est installée de part et d'autre, et on continuera à travailler ensemble sur le sujet. Même si on veut faire le carnaval, n'oublions pas que la pandémie, elle est là, elle existe. Et à partir de cela, si on veut jouer le jeu, on met un masque. On est assis au bord de la route. En général, vers 16h30, 17h, il n'y a plus de soleil, on est tranquille, on n'a pas chaud. Donc on met son masque, on est assis, on est debout, on attend que les groupes arrivent. Déjà, on va gagner le fait qu'il n'y aura pas de voitures, de véhicules dans les routes Pointe-à-Pitre. Donc on sera beaucoup plus à l'aise et à partir de cela, faire un carnaval intéressant. Petit focus maintenant sur les Olympiades de chimie, un concours qui met en lumière un métier porteur pour l'avenir. Les chimistes ont toutes les compétences requises pour l'agrotransformation de nos produits locaux. Et pour cette 38e édition, ils ont pour mission de confectionner un shampoing avec nos produits et une valorisation de nos ressources, mais aussi de cette filière qui offre plus de débouchés qu'il n'y paraît. L'équipe championne, elle, représentera le territoire en hexagone début mai, mais encore faut-il passer les épreuves éliminatoires. On se rend au laboratoire du lycée Charles Coueffin avec Hugues Kimbo, professeur de chimie.
Oui, on essaie de pérenniser les Olympiades de la chimie. Donc cette année, le thème c'est chimie et cosmétique. Donc les étudiants ils vont travailler sur un shampoing naturel local, donc élaboré par nos soins. Donc ils ont une épreuve expérimentale et une épreuve collaborative. On sait que la chimie c'est un vecteur de valorisation du patrimoine local et on sait que la Guadeloupe c'est une terre de diversité. Et en termes d'agrotransformation, de transformation, la chimie s'y prête bien. Cette année, à cause de la pandémie, on a eu des sélections en ligne, mais on a eu au départ plus de 60 élèves de toute l'académie, des différents lycées de la Guadeloupe. Et au final, les 16 meilleurs ont été sélectionnés et s'y retrouvent aujourd'hui pour concourir. Le meilleur candidat d'aujourd'hui, il va représenter l'Académie Guadeloupe pour l'épreuve nationale qui aura lieu en France début mai. On voit que tout ce qui est valorisation, comme j'ai dit, et tout ce qui est agro-transformation, donc maintenant on peut parler de cosmétiques, on peut parler de sport, et la chimie c'est vraiment tout ce qui permet de transformer les ressources qui se trouvent à notre disposition. Oui, mais en fin de compte, le rendre plus accessible au plus grand nombre, c'est-à-dire que permettre de montrer aux étudiants que c'est une voie d'avenir, c'est-à-dire que la chimie, malgré tout ce qu'on dit, ça permet de nombreux débouchés. Ce sera toujours sur le même thème, mais ce sera la fabrication de savon. Un savon à base d'huile d'avocat. Donc à partir de ressources locales, comment faire aussi pour valoriser, et ça rentre toujours dans un ensemble cohérent pour la valorisation et la transformation. Les lycéens qui aiment la chimie, ils ont la possibilité de poursuivre dans notre établissement, puisqu'on a un BTS métier de la chimie au lycée Charles Coueffin. Ils peuvent aussi poursuivre en CPGE, classe préparatoire grandes écoles, avec les sections PCSI à Bainbridge et PC à Bainbridge, ou sinon faire aussi la filière universitaire, un master's en chimie. Je pense que maintenant, on met tout à leur disposition pour qu'ils puissent, s'ils veulent embrasser la carrière de chimiste, et aussi trouver des débouchés dans ce secteur. Et la théorie, c'est bien, mais rien ne vaut la pratique, vous le savez. Et Ladi l'a bien compris aussi et décide de confronter les entrepreneurs à la réalité de terrain. Elle met en place des coopératives éphémères qui permettent d'assurer leur production issue de l'agrotransformation. Une immersion qui offre une vision précise des process de fabrication et réglementation sanitaire. Le reportage. Donc aujourd'hui, nous avons créé une coopérative éphémère avec 6 porteurs de projets. Donc ils ont créé leur marque qui s'appelle Zenaya. Et donc du coup, c'est de permettre à ces 6 porteurs de projets de s'immerger un petit peu dans la vie réelle de chefs d'entreprise, puisque ce sont des futurs entrepreneurs. Donc c'est des jeunes qui ont un projet de création et qui sont accompagnés par notre service du groupement de créateurs. Aujourd'hui, on crée les produits que nous allons vendre demain. Donc des masques à base d'argile blanche, d'eau de cerise et des exfoliants à base de marque de café ainsi qu'une huile beauté. L'idée, c'est que vraiment qu'ils puissent en temps réel être confrontés à un process de production avec tous les éléments que ça comporte, notamment donc la maîtrise de la matière première, mais également plus simplement au niveau des habits, de ce qu'on fait quand on est dans un laboratoire, ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire, comment est-ce qu'on doit... qu'est-ce que la réglementation en tout cas à respecter. Donc par exemple, on porte une charlotte, on pose une blouse, etc. C'est vraiment avoir l'expérience de créer une entreprise de A à Z. Et ça, c'est comme une formation, en même temps une expérience sur le terrain. Je voulais créer mon entreprise et le fait qu'on m'ait proposé une expérience comme celle-ci, ça m'a vraiment intéressée. Je voulais vraiment voir aussi toutes les étapes qu'il y a dans une entreprise, comment faire, étant donné que c'est autour de la cosmétique. Ça m'intéresse aussi, du coup c'est mon projet. Donc la FlashCop se déroule pendant 7 jours. Donc la première journée, on travaille sur l'entreprise. Qu'est-ce qu'une entreprise? Ils travaillent sur le nom de l'entreprise. Ensuite, la deuxième journée, les porteurs de projet travaillent sur le produit, le type de client,
les prix qui vont, le prix du produit. La troisième journée, on est sur la communication, l'organisation de la Flash Cop. Donc justement, le troisième jour, ils ont rencontré un professionnel, donc un banquier, pour leur présenter un petit peu leur budget provisionnel et leur plan de financement. Ils ont également travaillé avec un graphiste sur la conception de leur logo, de leur marque. Ensuite, la quatrième journée qui est ce jour où ils sont en train de produire justement le coffret esthétique. Donc, c'est un produit qui leur a été imposé. Il faut dire que tout me plaît. Depuis le premier jour, tout ce qu'on fait, vraiment tout ce qui est technique, tout ce qui est calcul, etc. Franchement, ça me plaît. Même au niveau de la cosmétique, tout ce qui est les compositions et tout ça, voilà. Et afin de faciliter les rapports pas toujours évidents entre les chefs d'entreprise et les banques, la CCI se positionne en tant que facilitateur. Pour ce faire, elle signe régulièrement des conventions avec les organismes bancaires de Lille, l'IEDOM et l'ADI. Le reportage. On a toujours fait les rendez-vous avec les banquiers. Donc c'est des conventions où on s'engage finalement à accompagner les entreprises, à faciliter l'accès aux banquiers. Vous savez, beaucoup d'entreprises ont du mal à rencontrer les banquiers. Et là, on a des journées où tout simplement ça permet d'essayer de construire un peu mieux les projets avec les entreprises et que les banquiers puissent répondre, le premier contact. En fin de compte, c'est faciliter les rapports entre le monde de l'entreprise et le monde bancaire. C'est un partenariat qu'on a établi avec la Chambre de commerce et d'industrie, mais qui existait déjà antérieurement, puisqu'on en est partenaire depuis de nombreuses années, en matière de création d'entreprises et d'emplois. Aujourd'hui, la Convention nous permet de formaliser un certain nombre d'accords et surtout de nous projeter dans l'avenir, d'établir des perspectives, notamment une amélioration, une accélération, une augmentation significative du nombre d'entreprises créées, du nombre d'emplois créés. C'est le fait d'être toujours partenaire de la CCI, ça c'est sûr, mais avant tout c'est d'assurer un relais pour les entreprises et les entrepreneurs en sortie de crise, quoi. Donc notre responsabilité est de permettre aux dirigeants de repartir, parce que le contexte qu'on a vécu est quand même un petit peu compliqué. Donc ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il faudra beaucoup d'écoute pour comprendre la problématique des dirigeants et puis avoir des moyens financiers pour les accompagner. Donc voilà notre raison d'être et c'est le rôle de la banque et c'est notre rôle particulièrement, quoi. Il faut savoir que cette convention, elle a pris naissance en fait en 2013 et de 2013 à 2017 à peu près, on a proposé aux entreprises les vendredis avec mon banquier, qui étaient des sessions d'information qui mettaient en relation le monde des finances et le monde entrepreneurial, de façon à ce que ces deux mondes-là se comprennent mieux et travaillent mieux ensemble. Souvent, quand un porteur de projet veut monter un dossier de demande de financement bancaire, il se heurte à pas mal de difficultés, il ne sait pas comment faire. Il y a des délais de traitement des dossiers qui sont souvent dus à une non-complétude du dossier, donc qui est du fait du porteur de projet, mais parce qu'il n'est pas au courant dès le départ. Et nous, ce qu'on souhaite, c'est lui donner toutes les clés d'un bon montage de son dossier, de façon à perdre le moins de temps possible et que son dossier aboutisse à une fin concluante. Vous avez vu, on est partenaire de quasiment toutes les banques de la place. Il y en a seulement une qui n'a pas souhaité faire partie de la convention, mais ils sont quasiment tous représentés aujourd'hui et dans le futur, surtout quand on va mettre en place les actions. On a également l'IEDOM, qui est l'institut bancaire des DOM. L'IEDOM est également présent. L'ADI et Initiative Guadeloupe, qui sont aussi des partenaires forts pour le financement des entreprises. Un sujet signé Nicolas Hachi. Et le Centre communal d'action sociale des Abîmes, lui, signe un partenariat avec son union départementale et EDF Archipel Guadeloupe. L'objectif, porter une aide aux foyers défavorisés. Le reportage. Ça fait vraiment partie de nos valeurs et de notre ADN à EDF que de rendre ce service public, de l'électricité et de l'accompagnement des clients qui sont dans des situations précaires, quelquefois de manière conjoncturelle, pour les aider justement à traverser ces moments qui peuvent être difficiles. Nous vivons une période très difficile où le social prend toute sa place. La crise sanitaire, la crise sociale nous a permis vraiment de trouver des personnes qui sont en grande difficulté. Et aujourd'hui, plus que jamais, nous devons être à côté de ces publics
pour pouvoir leur permettre de revivre et leur permettre justement de retrouver une vie saine. Il faut justement prendre en considération toute la population. Cette population-là, la population précaire, il faut la prendre en considération avec sa précarité. Et pour ce faire, il y a le pôle Solidarité Énergie qui justement signe ces conventions de partenariat avec les organismes de proximité, parce que ce sont ces organismes de proximité qui vont nous alerter sur la précarité de ces familles-là. Ensuite, EDF va prendre en charge ces familles-là d'une façon personnalisée. Ça commence par les abîmes aujourd'hui. C'est des conventions qu'on va signer et qu'on a vocation à signer avec l'ensemble des communes de la Guadeloupe. Parce qu'il n'y a pas de commune où il n'y a pas des situations de ce type qui existent. Donc l'idée, c'est bien d'arriver à signer ce type de convention avec les 32 communes de Guadeloupe. Et la candidate PS et maire de Paris, Anne Hidalgo, est dans escale de campagne électorale sur le territoire. On l'écoute au micro de Stanley Manicor. Elle a tout un programme pour nous. Merci. Moi, je voudrais vraiment remercier Victorin, Victoire, tous les élus, bien sûr, Hélène, tous les élus, premier fédéral aussi de Guadeloupe. C'est un plaisir pour moi de revenir. C'est une terre que j'aime, dans laquelle je suis venue, et en vacances, et aussi en tant que maire de Paris, où nous avons tissé beaucoup de liens avec la Guadeloupe. Et puis, nous avons eu l'occasion beaucoup de travailler avec notamment Victorin lorsqu'il était ministre des Outre-mer, sur beaucoup de projets, sur ce lien entre Paris et les Outre-mer. Aujourd'hui, je suis là en tant que candidate à l'élection présidentielle et je viens sur cette terre de Guadeloupe à la fois pour écouter, pour m'inspirer, pour échanger et puis aussi pour proposer avec les élus, les habitants, les citoyens de cette très belle terre, faire des propositions tout au long de ce séjour sur les questions économiques, sur les questions d'énergie renouvelable, sur les questions de santé. La Guadeloupe a été très éprouvée par la crise sanitaire et aussi par une crise sociale. Et donc, je viens aussi pour dire que ça suffit, que ces territoires, ce territoire magnifique, comme tous nos territoires des Outre-mer, doivent être considérés pleinement dans la République. Et c'est aussi avec cette approche républicaine qui tient compte de ces diversités, de la richesse de ces territoires, du fait que la Guadeloupe, comme les territoires d'outre-mer, sont une ouverture incroyable pour notre pays avec tous les autres continents. Il faut qu'on s'appuie sur ces territoires, à la fois sur ces sujets essentiels qui sont ceux de la biodiversité, qui sont ceux des énergies renouvelables, où ce territoire de Guadeloupe peut devenir vraiment un territoire d'excellence, un territoire qui montre la voie et puis aussi, je pense, qui joue un rôle plus important que ne le jouent aujourd'hui nos territoires des Outre-mer en matière de diplomatie. Et je pense qu'une diplomatie des Outre-mer, comme il existe aussi une diplomatie des villes, est sans doute quelque chose que nous devons porter ensemble. Voilà, mais je suis ravie d'être là et d'échanger et d'écouter et d'être si bien accueillie. Merci. La politique, une tâche noble qui peut vite devenir une drogue et pas que pour les assoiffés de pouvoir. Les addictions ne concernent pas que l'alcool ou les produits stupéfiants, elles recouvrent un champ beaucoup plus large. On y trouve par exemple nos téléphones, les consoles de jeux et autres objets connectés qui peuvent nous rendre littéralement accros. En gros, tout peut devenir un vice, mais c'est surtout l'excès en tout qui nuit. Une leçon enseignée aux collégiens du Collège Front de Mer à Pointe-à-Pitre ce matin lors de l'opération Parlons-en. Le reste en images. C'est un projet qui est né d'un constat. Comme le service santé fait partie d'une direction qui englobe 3 services, le service santé, le service prévention de la délinquance et le service insertion. Nous nous sommes aperçus avec le service prévention de la délinquance, notamment pour le volet référent de parcours qui suit une cohorte de jeunes en situation de vulnérabilité sur le territoire de Cap Excellence, qu'il y avait une forte problématique sur les addictions. Donc nous avons décidé ensemble de porter une action de prévention, de sensibilisation à toutes les conduites addictives, à tout type d'addiction, pour ne pas stigmatiser une problématique en particulier, mais vraiment balayer l'ensemble des addictions qui sont connues.
nous nous sommes rendus compte qu'un certain nombre de jeunes habitués justement à l'écran, alors que ce soit le téléphone, que ce soit la console de jeu, devenaient addicts, si bien qu'ils s'isolaient du monde social et ne souhaitaient plus se rendre à l'école ou ne pouvaient plus y aller avec autant d'aisance qu'avant. Donc cette journée n'est pas simplement sur les addictions aux produits illicites, mais elle est aussi sur les addictions à tout ce qui est numérique. Comment utiliser à bon escient cet outil, puisque c'est un outil qui permet d'aller loin, mais qui peut aussi isoler le jeune. Donc aujourd'hui, on parle aussi de l'addiction à tout ce qui est jeux vidéo, téléphone portable, réseaux sociaux. Aujourd'hui, plus que jamais, comme vous venez de le dire, la politique sociale prend toute sa place. Avec la crise sanitaire, la crise sociale, avec les difficultés qu'ont rencontrent les parents, c'est vrai que le social prend toute sa place aujourd'hui. Il était important que nous puissions vraiment travailler depuis le jeune âge pour faire comprendre aux enfants et puis aussi repérer aussi ceux qui sont déjà victimes d'addiction, leur faire comprendre que les addictions, c'est une très mauvaise chose et que l'addiction peut agir sur la santé, peut agir sur le psychique, peut agir aussi sur le mental. Donc c'est la raison pour laquelle nous avons des partenaires, nous avons mis en place des ateliers estime de soi, bien-être, bien manger, renouer les liens sociaux et c'est vrai que pour nous, c'est une action très, très, très importante que nous faisons aujourd'hui au Collège Front de Mer, mais que nous reporterons sur Bémao au mois de mars, puisqu'aujourd'hui, nous avons des collèges du Beau, des Abîmes et de Pointe-à-Pitre. Des images d'Olivier Félix. Et après plusieurs mois d'occupation, les artistes résistants du Centre des Arts obtiennent un début de réponse des élus. La communauté d'agglomération Cap Excellence entend redémarrer le chantier d'ici 2023. Une annonce sous réserve d'obtention des budgets nécessaires, donc ce n'est pas encore sûr. Le reportage. Depuis plusieurs années, nous travaillons sur la relance du Centre des Arts. Aujourd'hui, nous avons travaillé avec le programmiste. Depuis quelque temps, nous en parlions, mais comme vous le savez, tout a été ralenti par cette pandémie. Et aujourd'hui, nous avons rencontré le programmiste qui a rencontré en amont tous ceux qui occupent le Centre des Arts. Et nous avons eu la satisfaction de constater que ce qu'il nous proposait allait dans le droit fil de ce que nous avions proposé après concertation avec ceux qui occupent le Centre des Arts. Alors les artistes qui occupent le Centre des Arts, nous les avons rencontrés à plusieurs reprises. Nous avons tenu avec eux des ateliers, mais des ateliers par thématique, ateliers de danse, ateliers de théâtre, ateliers de musique, etc. Et il en est sorti un certain nombre de propositions dont nous avons tenu compte et dont le programmiste a tenu compte aussi. Donc, ce qui se fait est en fidélité avec notre vision de ce prochain Centre des Arts. Nous, on est déçus par rapport à ça, parce qu'on a bien montré depuis qu'on est là, qu'on n'est pas des ulubéalus, que l'ingénierie culturelle, on la connaît, encore plus parce qu'on travaille en Guadeloupe, que ça fait ce nombre de temps qu'on la maîtrise et qu'il y a plusieurs corps de métier chez nous. Et tout ce qu'on demande, c'est d'être reçu, entendu, et que cette concertation-là puisse véritablement se mettre en place. Nous ne faisons pas trop d'annonces, mais nous pensons quand même garder un calendrier, de façon à ce qu'en 2023, nous puissions vraiment démarrer ce chantier-là. Le gros problème pour nous était de démarrer, d'avoir les finances. Alors, je ne dirais pas que nous avons bouclé le financement parce que nous continuons à faire appel à des financements privés, publics et des privés qui se proposent. Donc, nous pensons quand même pouvoir avancer sur ce chantier-là, après mettre en place un fonctionnement qui ne nous rende pas déficitaires, comme je disais tout à l'heure. Il faut absolument que cette structure soit rentable et ne nous mette pas en difficulté. Tout ce qu'on dit, c'est qu'il y a eu pendant des années des visites du Centre des Arts par le maire de Pointe-à-Pitre. On se souvient de toutes les fois, il y a des conférences de presse ici pour dire que l'année prochaine, ça ouvre. Ça fait 12 ans que ça dure. Autant sur ce nouveau projet-là, partir sur de nouvelles bases et véritablement créer cette instance de gouvernance, qu'on prenne le temps. Ça ne sert à rien de dire tout de suite, ça y est, ça va fonctionner vite, sans cette concertation-là qui va permettre aussi que les financements soient assurés. Parce que la problématique, elle est là aussi, c'est que comme les projets sont faits rapidement, comme les projets ne sont pas faits en concertation avec toutes les parties prenantes et donc tous les financeurs, on se rend compte au final que certains sortent pour les billes du jeu et on se retrouve avec des bâtiments comme celui-là où il y a des millions qui sont mis sans qu'on puisse finir de boucler un plan budgétaire. Donc prenons ce temps-là et faisons les choses de façon respectueuse et de façon en bonne intelligence. Parce que ça a été dit tout à l'heure, en bonne intelligence, ça veut dire de sortir des carcans politiques, de sortir des polémiques, parce qu'on aurait pu en faire sur l'état du bâtiment, on n'en a jamais fait, pour aller vers une concertation où les Guadeloupéens puissent
puisse se parler pour avoir un projet avec une étendue qui puisse véritablement rayonner. Les artistes en ont besoin. La volonté de Cap Excellence, c'est qu'un maximum d'œuvres soient sauvegardées, ne serait-ce que pour la postérité, pour qu'on puisse dire, voilà, à tel moment, il y a eu cette occupation-là qui n'a rien de négatif, hein, qui est l'expression quand même d'une frustration et d'une souffrance de la part des artistes, une souffrance dont nous sommes parfaitement conscients. Je me demande qu'est-ce qu'ils feront des œuvres après, si elles seront numérisées, si on en fera quelque chose. Ce sera une question à poser par la suite, effectivement, s'ils poursuivent les travaux. Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de ce journal. Merci pour votre fidélité à ce programme. N'oubliez pas que sur Canal 10 Télévision, l'information que nous diffusons, eh bien, elle vient de vous. Vous le savez. Une info à suivre, effectivement. Demain, ça va être l'arrivée des convois de la liberté à Paris. Ça ne devrait pas tarder, là. C'est une histoire de quelques heures. On verra comment ça va se dégoupiller, cette histoire. En tout cas, passez un excellent week-end. Prenez soin de vous, de vos proches. Et moi, je vous fais plein de bisous. Ciao, bye. À venir dans la tranche info sur Canal 10, Sport 10, l'actualité sportive avec Séverine Méridan. Ce sera tout de suite après la coupure pub. Et avant cela, je dis bonsoir à Kitoun Cyprien, bonsoir à Marie-Lou, à Joël Bazit, à Agnès Bolmin, au général Franck Abar, à Claudie Giraud-Girard, à Jocelyne Tessonneau, à Louis Clairboy, à Lydie Ratier, à Alan Timal, à Jean Parfait Fakora. Bonsoir à Moïse Caramel, à Marie-Hélène Borès, à Marius Labissi, à Maurice Monrose, à Willy Josie, à Jean-Michel Charléry. Bonsoir à Christelle Groelet, bonsoir à Linda Vincent, à Claire-Mina Lionel, bonsoir à Chantal Sibert, bonsoir à Jean-Pierre Désert également, bonsoir à Gaël Théophile, à Bidi Lebide, bonsoir à Nadir Jamela, bonsoir à qui d'autre, à Mieli Pops, à Jacqueline Géraud, bonsoir à Lily Lamaille, à Nobial, Félix Rudy, bonsoir à tous les internautes. J'ai vu les commentaires un peu défiler vite fait. J'ai dit que la politique c'est noble, la tâche est noble. J'ai pas parlé des politiciens. Une bonne soirée à vous.